Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Sophie Lemaître et avec le podcast Sophie au pays des possibles, je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes aux parcours et horizons différents. Leur point commun ? Combattre la corruption et l'évasion fiscale pour un monde meilleur, plus juste et plus éthique. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de rêver d'un autre monde et parce qu'il est possible de changer les choses, rejoignez-moi au pays des possibles. Dans l'épisode 18, j'ai eu le plaisir de recevoir Antoine Deltour, l'un des deux lanceurs d'alerte avec Raphaël Allais à avoir lancé l'alerte début 2010. Leur alerte donnera lieu au premier grand scandale d'évasion fiscale, les LuxLeaks. Antoine nous raconte dans cet épisode son parcours, les embûches qu'il a dû surmonter et les poursuites judiciaires qu'il a subies. Au moment où il lance l'alerte, il n'existait aucune organisation dont le but était d'accompagner les lanceurs d'alerte. 10 ans plus tard, la situation n'est plus du tout la même pour les lanceurs d'alerte. De plus en plus de pays se dotent de législation pour protéger les lanceurs d'alerte, mais surtout des associations ont vu le jour et dont la mission principale est d'aider les lanceurs d'alerte. En France, la Maison des lanceurs d'alerte joue ce rôle depuis 2018. Blandine Sillard nous en dit plus. Bonjour Blandine Sillard, merci d'avoir accepté mon invitation. Pourriez-vous vous présenter ? Je suis Blandine Sillard, je travaille pour la Maison des lanceurs d'alerte depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Je suis en charge de la communication et du développement de l'association. Qu'est-ce que la Maison des lanceurs d'alerte ? Pourriez-vous nous expliquer sa création, son rôle, ses missions, son origine, son histoire, enfin tout, on veut savoir. Qu'est-ce que c'est la Maison des lanceurs d'alerte ? Alors, c'est une association indépendante qui a été créée en 2018 à l'initiative d'autres organisations, d'autres associations et des syndicats qui partageaient toutes un constat qui était que chacune dans leur domaine de compétences, elles étaient confrontées à des lanceurs d'alerte qui leur demandaient du soutien, mais elles n'étaient pas forcément dotées pour leur apporter le soutien qu'ils demandaient. Et donc, notamment Transparency International sur les questions de corruption, fraude financière et Sciences citoyennes sur des alertes plutôt scientifiques, ont eu cette idée de créer une maison des lanceurs d'alerte, donc un lieu où les lanceurs d'alerte pourraient trouver toutes les expertises nécessaires et toutes les compétences nécessaires à un bon accompagnement et un bon soutien dans leurs situations qui sont parfois difficiles et dans le suivi, le traitement de leur alerte. Ces 2 volets importants de notre travail, c'est soutenir et accompagner les lanceurs d'alerte, mais aussi aider à ce que leurs alertes soient entendues, parce que finalement, ce que veulent la plupart des lanceurs d'alerte, c'est que tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils ont subi n'ait pas servi à rien, et que les problèmes qu'ils ont dénoncés soient réglés. Donc nous, on sert aussi à ça. En parallèle de cet accompagnement qu'on propose, qui nous a permis depuis 2018 d'aider un peu plus de 450 lanceurs d'alerte, on mène un travail de plaidoyer. Donc, on intervient auprès des décideurs publics pour faire évoluer la législation, notamment, pour s'assurer que cette législation est bien appliquée et faire en sorte que les droits, les protections garanties aux lanceurs d'alerte soient plus fortes en France et en Europe. Alors, est-ce que vous pourriez nous définir ce qu'est un lanceur d'alerte ? Puisqu'on entend souvent le mot lanceur d'alerte, mais est-ce qu'il existe une définition unanime, commune, que ce soit en France ou au niveau international ? À l'échelle internationale, chaque pays a souvent sa définition juridique. Alors, je dis chaque pays, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des pays qui n'ont pas de législation sur les lanceurs d'alerte. Et donc, dans ce cas-là, ils n'ont pas de définition juridique, nécessairement. Mais généralement, les pays qui se dotent d'une législation ad hoc pour protéger les lanceurs d'alerte commencent évidemment par définir ce qu'est un lanceur d'alerte. On retrouve dans les différentes définitions des critères communs. Le critère qui fait souvent le plus l'unanimité, c'est évidemment que la personne soit employée de l'entreprise. Mais en France, on a une particularité qui est qu'un lanceur d'alerte n'est pas nécessairement un employé de l'entreprise dont il dénonce les agissements, entreprise ou administration. On peut être lanceur d'alerte et bénéficier d'une protection au titre de lanceur d'alerte lorsqu'on est riverain, patient, parent d'élève ou je ne sais encore. Donc ça, c'est une particularité française qui est très intéressante. Par ailleurs, et c'est aussi sur ces aspects-là qu'on va retrouver des petites subtilités, par ailleurs,
pour être reconnu comme lanceur d'alerte, il faut remplir un certain nombre de critères. Et c'est sur ces critères-là que les lois vont diverger dans les différents pays et qu'on peut trouver des subtilités. On doit l'avoir fait sans contrepartie financière directe. Donc, c'est-à-dire qu'on ne doit pas toucher d'argent ou d'avantages financiers grâce à son alerte. On doit avoir lancé l'alerte de bonne foi. Donc, c'est-à-dire qu'on doit avoir un motif raisonnable de croire que les faits qu'on dénonce sont vrais. Si les faits ne sont pas avérés à la fin, on peut quand même être reconnu lanceur d'alerte, mais il faut qu'on ait des preuves qui montrent qu'on pouvait raisonnablement croire qu'il y avait un problème. Et c'est une petite complexité du droit français. Lorsqu'on n'agit pas dans le cadre professionnel, il faut avoir eu personnellement connaissance des faits. Lorsqu'on agit dans le cadre professionnel, peu importe qu'on ait eu personnellement connaissance ou pas personnellement connaissance, si c'est notre collègue qui nous a informé qu'il se passait quelque chose, on peut quand même se saisir de l'information dont on dispose pour lancer l'alerte. Mais quand c'est pas dans le cadre professionnel, c'est autre chose. Donc ça, c'est des critères juridiques qui vont permettre au juge d'établir la qualité de lanceur d'alerte d'une personne. Il faut préciser aussi que dans le cadre juridique français, un lanceur d'alerte, c'est une personne physique. Donc une association, un syndicat, toute personne morale, en fait, ne peut pas être considéré comme lanceur d'alerte. Il peut être considéré comme facilitateur, comme un organisme qui aide le lanceur d'alerte, qui relaye une alerte, mais il ne peut pas être le lanceur d'alerte. Donc ça, c'est la définition juridique qui, évidemment, est importante parce que c'est elle qui permet d'activer les droits et la protection associée au statut. Mais ce qu'on observe quand même dans l'opinion publique, dans les médias, c'est qu'il y a une définition qui peut être beaucoup plus lâche, beaucoup plus souple du lanceur d'alerte, qui, on va dire, ne s'attache pas forcément au respect strict de ces critères juridiques. Ça peut d'ailleurs parfois créer des confusions parce que des personnes qui ont été médiatisées comme lanceurs d'alerte ou lanceuses d'alerte ne vont pas être reconnues comme telles par le juge parce que, je sais pas, je dis ça au hasard, ils n'ont pas eu personnellement connaissance des faits, par exemple. Donc on a toujours ce jeu entre la définition juridique du lanceur d'alerte et ce que j'appellerais peut-être la définition sociale du lanceur d'alerte. On dit souvent que, je sais pas, une ONG comme Greenpeace, par exemple, est une ONG lanceuse d'alerte. Juridiquement, ça ne correspond pas à la définition, vu que juridiquement, une ONG ne peut pas être reconnue comme lanceuse d'alerte. Vous indiquiez dans la présentation de la Maison des lanceurs d'alerte que vous accompagnez les lanceurs d'alerte. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur comment vous les accompagnez, quel type d'accompagnement vous offrez et quelle démarche peut-être un lanceur d'alerte doit faire pour pouvoir bénéficier de votre appui? Alors le premier accompagnement qu'on propose, qui est, on va dire, le principal besoin qui est exprimé, c'est un accompagnement juridique. Pour les lanceurs et les lanceuses d'alerte qui intentent des poursuites judiciaires ou qui les subissent. C'est-à-dire que quand on est lanceur d'alerte, on a pu subir des représailles infondées, puisque je rappelle que légalement, les représailles contre les lanceurs d'alerte sont purement et strictement interdites. Et donc, on peut vouloir poursuivre en justice notre employeur, lorsqu'on est employé par l'organisme, pour obtenir réparation du fait du préjudice qui a été subi suite à ces représailles. On peut aussi être l'objet de poursuites judiciaires. C'est-à-dire que l'organisme dont on a dénoncé les agissements va s'attaquer à nous, va nous attaquer en diffamation, en dénigrement, pour vol de documents, enfin voilà, tout un tas de poursuites judiciaires des plus créatives. Et donc dans ces cas-là, c'est souvent très lourd, très très difficile. Il faut se doter de l'aide d'un avocat. Il y a des frais associés. Il y a des procédures judiciaires qui sont très longues et complexes. Et donc nous, on intervient à ce moment-là pour conseiller, c'est-à-dire au regard du dossier qui nous est soumis, quels sont les éléments qui peuvent être utilisés pour faire valoir le droit des lanceurs d'alerte. Donc on peut conseiller sur la stratégie à adopter, on peut rédiger des notes de soutien qui sont remises au juge, qui sont des mémoires assez longs qui reviennent sur les faits et expliquent pourquoi juridiquement la personne pourrait tout à fait être considérée comme un lanceur ou une lanceuse d'alerte et donc les représailles qu'il a subies sont infondées, etc. Et il nous arrive très très rarement d'intervenir nous-mêmes au tribunal devant le juge parce qu'on mène aussi une activité de contentieux stratégique, donc c'est ce qui nous permet concrètement de faire changer la jurisprudence pour faire avancer plus généralement les droits des lanceurs d'alerte. Donc ça c'est pour tout le volet juridique.
On a un volet social, psychologique qui intervient plus dans du soutien mutuel, c'est-à-dire qu'on a des espaces d'échange pair à pair entre lanceurs d'alerte où ils peuvent s'apporter des conseils, s'entraider, etc., échanger sur leurs difficultés. Et on dispose d'un tout petit fonds de soutien financier qui est bien en deçà des enjeux et des besoins qui peuvent être exprimés par les lanceurs d'alerte, mais qui nous permet quand même d'attribuer des aides ponctuelles d'urgence dans le cas où les personnes se retrouvent en très grande difficulté financière, ce qui arrive quand même fréquemment. On parlait tout à l'heure de la définition juridique du lanceur d'alerte et de la protection que cela pouvait apporter. Admettons, je travaille pour une organisation, j'ai connaissance de pratiques illicites, je lance l'alerte. Juridiquement, je qualifie pour obtenir le statut de lanceur d'alerte. Quel type de protection ai-je droit? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que, en fait, ce statut, est-ce que c'est important d'avoir une reconnaissance par le juge? Ou j'ai vu que le défenseur des droits aussi avait un rôle sur ce sujet-là. Est-ce que c'est important, c'est essentiel d'avoir cette reconnaissance du statut de lanceur d'alerte pour bénéficier d'une protection? Et donc, quelle est cette protection? Oui, en fait, la reconnaissance par le juge et la protection sont intrinsèquement liées. C'est d'ailleurs une partie du problème, c'est qu'en fait, tout le long de la procédure judiciaire, le lanceur d'alerte, potentiel, du coup, à ce moment-là, ne peut pas être certain que la protection lui sera accordée et qu'il obtiendra gain de cause, tant qu'il n'est pas certain qu'il sera reconnu comme lanceur d'alerte par le juge, et en fait, tout ça n'intervient qu'à la fin. C'est-à-dire qu'à la fin, la décision du juge, je fais simple, évidemment, c'est plus complexe que ça, mais à la fin de la procédure, le juge dit « Nous reconnaissons que monsieur ou madame peut être considéré comme lanceur ou lanceuse d'alerte, et de ce fait, les agissements qu'il a subis sont infondés et nous le rétablissons dans ses droits de telle et telle manière. » Mais vraiment, les deux sont liés et ça crée tout ça une incertitude tout au long de la procédure judiciaire qui est donc longue et c'est des années pendant lesquelles la personne vit avec cette incertitude sur les épaules et le risque de voir toutes ces démarches échouer. Si la décision finale dit non, il n'est pas lanceur d'alerte et donc il n'y avait pas de problème avec les représailles et donc il n'est pas rétabli dans ses droits vu qu'il n'y avait pas de problème avec les représailles. Donc voilà, les deux sont vraiment très liés, d'autant que le cadre de protection, une fois que la personne est reconnue lanceuse d'alerte, est quand même fort en France. Alors, je vais pas faire le détail forcément ici parce que ce serait long et fastidieux. Je peux vous renvoyer, bon, évidemment directement au texte de loi, mais on a aussi publié un petit guide qui fait 64 pages qui vulgarise cette loi et qui l'explique de manière assez simple, qui s'appelle Lancer l'alerte. Guide à usage du lanceur d'alerte et de ses soutiens que vous trouverez sur notre site internet. La loi établit une liste de représailles interdites envers le lanceur d'alerte et cette liste, elle est quand même longue. Alors évidemment, il y a le licenciement, mais sans aller jusqu'au licenciement, il y a tout ce qui est mise à pied, rétrogradation, refus de promotion, évaluation négative, intimidation, harcèlement, non-renouvellement d'un contrat de travail, enfin, tout ce qui peut être considéré comme une sanction envers le lanceur d'alerte, à partir du moment où l'employeur n'est pas capable de faire la preuve que cette sanction n'était pas liée à son alerte, peut être annulée par le juge s'il nous reconnaît lanceur d'alerte. La petite précision que j'ai apportée, elle est importante, ce n'est pas au lanceur d'alerte de démontrer qu'il y a un lien entre la sanction et son alerte. C'est à l'employeur de démontrer qu'il n'y a pas de lien entre la sanction et l'alerte et que si la personne a été licenciée, c'est pour un motif complètement extérieur au fait qu'il ait lancé l'alerte. Ça, c'est un renversement de la charge de la preuve qui fait aussi partie des protections dont le lanceur d'alerte peut bénéficier. Vous parliez justement de ce guide du lanceur d'alerte, et je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Si une personne avait envie de lancer l'alerte, quels conseils vous donneriez à cette personne pour essayer de limiter le plus possible les risques associés à l'alerte, les représailles, etc. Quelles seraient, dans l'idéal, les étapes, les conseils que vous donneriez? Le premier, c'est de ne pas hésiter à prendre son temps. Souvent, quand on constate des agissements illégaux, immoraux ou tout ce qu'on veut, on a envie de les dénoncer tout de suite. On se dit: «Mais il faut que ça cesse demain, moi je peux pas supporter ça» et donc on se lance les yeux fermés dans la bataille et ça peut souvent porter préjudice. Parce que dans les faits, il y a souvent pas d'urgence à dénoncer des faits qui durent depuis des mois, voire des années. Par contre, si le lanceur d'alerte est pas en capacité d'apporter des preuves suffisamment solides, si, en se précipitant,
il ne suit pas la bonne procédure, il s'y prend pas bien, il va pas voir la bonne personne, etc., ça peut fortement lui porter préjudice. Donc mon premier conseil, ce serait de prendre le temps, de réfléchir à la situation à tête reposée, de prendre conseil, alors auprès de la maison des lanceurs d'alerte bien sûr, auprès d'un avocat, auprès d'un syndicat, si le syndicat est prêt à nous aider dans notre démarche, pour voir quelle est la meilleure manière de procéder, pour mettre toutes les chances de son côté, pour qu'il n'y ait pas de représailles, bien sûr, mais s'assurer que si représailles il y a, on puisse à la fin obtenir gain de cause, être établi dans nos droits et moins souffrir d'une situation qui est quand même difficile. Donc ça, c'est vraiment important, ce serait le conseil numéro 1. Et le conseil numéro 2 qui va avec, c'est d'être entouré. Le lanceur d'alerte seul, il peut vraiment devenir son pire ennemi. C'est des situations qui sont vraiment très dures. Alors vous aurez compris avec le processus que j'ai décrit que ça peut durer longtemps, qu'on n'a pas forcément des amis en face et que les personnes mises en cause ne vont pas hésiter à utiliser de toutes les armes qu'elles ont pour nous faire taire. Et ça nécessite une force psychologique très forte. Et cette force psychologique, on la trouve parce qu'on est entouré. Alors entouré de sa famille, de ses amis, bien sûr, quand notre famille nous soutient, des collègues, si les collègues nous soutiennent, ce qui n'est pas toujours le cas, mais s'entourer aussi d'associations qui partagent notre cause, s'entourer de syndicats qui sont d'accord pour nous aider dans cette démarche et porter avec nous cette alerte. Voilà, c'est vraiment très important d'aller voir tous les acteurs qui peuvent nous aider et de ne pas rester seul, parce que l'isolement rend la situation encore plus difficile pour le lanceur ou la lanceuse d'alerte. Et parmi ces 450 lanceurs d'alerte que vous avez accompagnés, aidés depuis 2018, ce qui est énorme, ça fait 2018-2023, 5 ans, ça fait une centaine de lanceurs d'alerte par an. Donc, parmi l'ensemble de ces lanceurs d'alerte que vous avez accompagnés, est-ce qu'il y a une histoire ou un parcours qui vous a marqué en particulier? Il y en a plusieurs. Si vous voulez en donner 2, il n'y a pas de problème. Ouais. Non, non, il y en a plusieurs. Honnêtement, c'est vraiment dur de choisir. Il y a une enquête qui est sortie récemment, là, que je trouve intéressante sur un lanceur d'alerte qui était employé d'une communauté de communes et qui était chargé de mission eau et assainissement et qui a été destinataire d'un rapport qui montrait des taux de pollution aux métaux lourds d'une rivière, c'était dans les Pyrénées-Orientales, particulièrement inquiétant. Et en fait, soucieux de la santé des habitants de la région, s'assurer que ça ne se répercute pas aussi sur les plantes, parce que c'est une région qui est assez agricole et évidemment les maraîchers utilisent l'eau, notamment de cette rivière-là, pour arroser leurs cultures. Donc s'assurer que ces métaux ne se retrouvent pas dans les plantes et donc en se retrouvant dans les plantes, les fruits, les légumes, etc., dans l'alimentation des habitants. À alerter sa hiérarchie, à alerter des autorités extérieures en voyant que sa hiérarchie ne répondait pas. Et alors non seulement son contrat n'a pas été renouvelé, on l'a traité de tous les noms, ses collègues ont commencé à l'ignorer complètement, ceux qui étaient très sympas avec lui, qui le tutoyaient, ont commencé à le vouvoyer du jour au lendemain. Un isolement professionnel qui était très dur avant de voir son contrat se terminer. Et cette histoire m'a beaucoup touchée parce que on peut pas douter du souci de cette personne de vouloir protéger la population. Quel intérêt, lui, aurait-il à dénoncer la pollution aux métaux lourds d'une rivière si ce n'était pas pour protéger la population ou, comme je le disais, les cultures des maraîchers de la région? Il n'y a aucun intérêt financier à gagner à avoir dénoncé une pollution d'un cours d'eau. Il a subi un traitement qui est absolument inhumain et complètement infondé. Et ce qui est particulier aussi, c'est que en fait, finalement, c'est une petite alerte. C'est-à-dire que c'est un lanceur d'alerte local sur une rivière locale. Je peux vous dire son nom, c'est le Carol. Je ne pense même pas que, voilà, si vous habitez pas dans les Pyrénées-Orientales à proximité du Carol, je suis pas sûre que vous connaissiez le Carol. Et c'est assez symptomatique de qui sont les lanceurs d'alerte. C'est-à-dire qu'on a souvent en tête des grandes figures. Alors, on a Edward Snowden, Chelsea Manning, Irène Frachon, des personnes qui ont été très médiatisées avec des scandales de grande ampleur. Mais nous, en fait, dans les lanceurs d'alerte qu'on a au quotidien, c'est beaucoup de personnes qui signalent des problèmes graves, mais qui ne feront jamais la une des journaux. Parce que ça concerne peu de personnes, parce que c'est local, parce que finalement c'est très courant aussi des fois. Finalement, pourquoi est-ce qu'on parlerait de la pollution du Carol et pas de la pollution de notre cours d'eau? Pourquoi est-ce qu'on parlerait de tel élu local qui est corrompu et pas de tel autre élu local qui est corrompu?
Et ça, voilà, ça me touche parce que c'est des personnes qui voient leur vie brisée, leur carrière professionnelle interrompue pour avoir voulu agir dans l'intérêt général et si des associations comme nous n'existaient pas, dans l'indifférence générale. Merci beaucoup d'avoir partagé cette histoire. Je voulais savoir si vous travaillez avec d'autres associations à travers le monde ou d'autres ONG qui sont spécialistes de la protection des lanceurs d'alerte et comment vous travaillez avec ces organisations. On fait partie d'un réseau qui s'appelle le Whistleblowing International Network, WIN, qui est un réseau international donc qui regroupe des organisations qui travaillent sur la protection des lanceurs d'alerte dans différents pays du monde. Et ce qu'on observe quand même à travers les membres et l'activité des membres de ce réseau, c'est que la France est un des seuls pays européens, a fortiori francophones, à avoir une association dédiée à la question des lanceurs d'alerte et à la protection des lanceurs d'alerte. On trouve des associations dédiées, actives, solides, plus solides que nous d'ailleurs, plutôt dans les pays anglo-saxons, donc États-Unis, Grande-Bretagne. Mais dans les autres pays d'Europe, alors ça existe tout à fait, hein. Il y a des associations spécialisées dans la protection des lanceurs d'alerte, mais qui disposent de faibles moyens, tout comme nous bien souvent, ce qui a tendance malheureusement à réduire leur activité, leur capacité d'action auprès et pour les lanceurs d'alerte. Ou alors on va trouver des associations comme ce qu'on avait en France avant notre création, donc avant 2018, des associations qui sont spécialisées sur des thématiques et qui, sur cette thématique, vont aider les lanceurs d'alerte. Mais ça ne répond malheureusement pas à tous les cas de figure et ça ne permet pas de mener un plaidoyer très efficace pour l'adoption d'une loi ad hoc dédiée à la question des lanceurs d'alerte et le fait que les décideurs publics s'en saisissent. Peut-être préciser aussi que on travaille beaucoup avec une association qui s'appelle PLAF, 2PL2AF, et qui accompagne les lanceurs d'alerte sur tout le continent africain. Donc ça, c'est vrai que c'est des collaborations qui sont intéressantes. Nous, on accompagne des lanceurs d'alerte qui ont un lien avec la France, soit qui sont français, soit dont l'alerte concerne la France, ou alors des alertes pour lesquelles il y a une capacité d'influence et de traitement en France. Et donc lorsque ce n'est pas le cas, et lorsque ça va concerner l'Afrique par exemple, un pays d'Afrique, on a la possibilité de rediriger vers cette association PLAF. Donc ça, c'est des collaborations qui sont vraiment très intéressantes pour nous, pour pouvoir apporter un soutien complet, quel que soit le type de personne qui nous sollicite. Pour la PLAF, on a justement enregistré un épisode bonus avec Henri Tulliez l'année dernière, je crois. Donc, ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous invite à l'écouter. On a parlé du volet accompagnement. Vous avez indiqué aussi que la Maison des lanceurs d'alerte était aussi du plaidoyer. Au niveau de la France, le système de protection des lanceurs d'alerte a évolué ces dernières années. À l'heure actuelle, est-ce que vous considérez que le dispositif existant est suffisant ou est-ce qu'il faudrait mettre en place d'autres mesures pour qu'on ait une protection réelle et efficace ? La loi qui a été adoptée en 2022, qui était une loi de transposition d'une directive européenne qui avait été précédemment adoptée en 2019 et qui est venue amender une loi française de 2016, c'est une loi qui a quand même permis d'obtenir des avancées. Déjà en 2016, on se targuait d'avoir une des lois les plus protectrices en Europe. La France était un pays plutôt avancé sur la question des lanceurs d'alerte et de leur protection en Europe. Et cette loi de 2022, en application de la directive, est venue renforcer encore ces protections. Je vais citer juste un exemple. La loi de 2016 imposait un système de paliers. C'est-à-dire que pour être reconnu lanceur d'alerte, il fallait d'abord avoir alerté en interne. Si en interne, personne n'avait réagi, on pouvait aller voir une autorité externe. Et si l'autorité externe ne réagissait pas, on pouvait aller voir la presse, les médias, etc. Et ça, c'était quand même un système qui était très problématique parce qu'on forçait les lanceurs d'alerte à aller voir ceux qui étaient bien souvent mis en cause dans leur alerte en premier lieu. Donc on comprendra assez aisément que ça les exposait aux représailles. En fait, ça revenait à se jeter dans la gueule du loup. C'était quand même très gênant. Ce système de palier, il a été remis en cause par la loi de 2022 et maintenant, le lanceur d'alerte, en premier lieu, a le choix entre l'interne et l'externe. En fonction du contexte, des conditions de son alerte, il peut décider de faire confiance à son entreprise ou encore une fois son administration pour traiter le problème et signaler les faits à sa hiérarchie ou à un référent dédié, ou bien il peut directement aller voir des autorités externes
qui pourront faire le nécessaire pour remédier aux problèmes qu'ils dénoncent. Donc ça, voilà, c'est une avancée qui est très importante et qui est venue renforcer les droits des lanceurs d'alerte en France. On a d'autres mécanismes qui sont venus renforcer les droits, notamment le mécanisme de la provision pour frais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les lanceurs d'alerte, lorsqu'ils intentent ou subissent des procédures judiciaires, peuvent demander au juge à ce que leurs frais soient pris en charge, et c'est à la charge de la partie adverse, donc bien souvent l'employeur, de provisionner cette somme pour que les frais de justice soient couverts, et le juge peut décider que cette provision pour frais sera accordée quelle que soit l'issue de la procédure. C'est-à-dire que même si la personne n'est pas reconnue lanceuse d'alerte, elle peut quand même voir ses frais de justice couverts. Donc ça, à la discrétion du juge, mais c'est quand même une mesure intéressante. Donc la loi est quand même venue renforcer un dispositif qui était déjà intéressant. Malgré tout, on constate quand même qu'il y a des lacunes importantes. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du fait qu'un lanceur d'alerte était nécessairement une personne physique. Ça, c'est quelque chose contre lequel on s'est battu. Nous, à la Maison des lanceurs d'alerte, on trouve ça important que les associations et les syndicats puissent être reconnus comme lanceurs d'alerte, parce que finalement, la meilleure protection dont un lanceur d'alerte peut bénéficier, c'est de se cacher derrière un collectif. C'est-à-dire que lorsqu'on transmet notre alerte à une ONG ou un syndicat, notre identité s'efface et on risque beaucoup moins de faire l'objet de représailles que lorsqu'on est forcé de s'exposer, parce qu'il faut être une personne physique pour pouvoir bénéficier de la qualité de lanceur d'alerte. Donc ça, c'est une lacune. Parmi les lacunes, on peut évidemment citer tout ce qui relève de l'accompagnement financier, social, psychologique, etc. J'ai cité la provision pour frais, qui est évidemment une disposition très intéressante et très importante, mais la loi reste quand même très lacunaire. Nous, on appelait notamment, dans tout le travail de plaidoyer qu'on a pu faire autour de cette loi, on appelait à la création d'un fonds de soutien financier qui aurait pu être alimenté, par exemple, par les amendes payées par les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations en matière de droit d'alerte. Et ce fonds de soutien n'a pas vu le jour. Donc c'est quand même un gros manque, d'autant que les sanctions contre les organismes qui étouffent les lanceurs d'alerte, qui les empêchent de lancer l'alerte en amont ou qui tentent de les réduire en silence après avoir lancé l'alerte, sont très peu dissuasives, notamment pour les grands groupes économiques, enfin les grandes entreprises qui risquent au maximum 60 000 € d'amende. 60 000 € d'amende pour une TPE, ça peut paraître beaucoup. 60 000 € d'amende pour Thales ou Google, évidemment, c'est quand même pas grand-chose. Et ils ont beaucoup plus à perdre à voir leurs agissements révélés qu'à payer 60 000 € d'amende parce qu'ils ont tenté d'étouffer un lanceur d'alerte. Merci bien. Et la dernière question, est-ce que, en tant que citoyen, comment je pourrais aider des lanceurs d'alerte? Qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les actions possibles? Je pense que c'est très important d'être à l'écoute, de dire à la personne qu'on la croit. Faut bien comprendre que lorsqu'on lance l'alerte, on fait face à des pressions qui peuvent être monstrueuses. On nous traite d'affabulateurs, de menteurs. Voilà, enfin parfois la partie adverse est vraiment prête à tout. Et il ne faut pas négliger l'importance de trouver des personnes qui nous disent: «On vous croit, on va vous aider, on vous soutient, on comprend ce que vous vivez», etc. Donc ça, c'est un soutien moral et psychologique qui peut être très important. Alors, évidemment, il y a des lanceurs d'alerte qui ont un entourage qui crée un comité de soutien. Enfin, je pense à Antoine Deltour que vous avez interviewé. Le fait qu'il ait bénéficié d'un comité de soutien a été d'une aide importante, vu notamment les frais de procédure judiciaire qu'il a pu subir. Lorsqu'on peut créer ce genre de dynamique, c'est vraiment très bien, mais sans aller jusque-là. Être aux côtés de la personne, lui dire qu'on la croit, qu'on l'écoute, lui donner des conseils de contact, lui donner le contact de la maison des lanceurs d'alerte, par exemple. C'est une démarche qui, à mon sens, peut beaucoup aider. Après, nous, à la maison des lanceurs d'alerte, c'est vrai qu'on a des petits moyens par rapport à la mission qui nous est associée. On est une toute petite équipe pour beaucoup de sollicitations. On a vraiment beaucoup de personnes qui nous envoient des dossiers qui sont parfois extrêmement solides, extrêmement consistants. Donc tout ça, ça nécessite beaucoup de moyens humains. On fonctionne que grâce à des dons de particuliers, des dons de fondations philanthropiques, mais on n'a aucune subvention publique, on n'a aucun mécénat d'entreprise. Donc pour soutenir les lanceurs d'alerte, notamment financièrement, on peut soutenir la maison des lanceurs d'alerte en faisant un don.
à l'association, donc le lien est sur notre site aussi, en acquérant notre guide aussi, qui est une manière de nous soutenir parmi d'autres. Et puis, lorsqu'on n'a pas les moyens de faire un don, parce que je sais très bien ce que sont les situations financières des uns et des autres aujourd'hui, suivre notre activité, la relayer, sur les réseaux sociaux notamment, mais pas que, parler de notre existence autour de vous, pour que demain, si votre voisin, votre collègue, votre ami ou vous-même devenez lanceur d'alerte, cette personne puisse avoir le réflexe de s'adresser à nous. Parce qu'il faut bien avoir en tête que n'importe qui peut être lanceur d'alerte, vraiment. Ça peut être une personne de notre entourage qui n'avait jamais pensé que ça lui arriverait un jour ou qui n'a même pas forcément mis ce mot-là sur son action et qui s'en rend compte au moment où elle se retrouve devant le tribunal qu'en fait, elle est lanceuse d'alerte. Et c'est vrai que ça peut être intéressant pour elle de se tourner vers nous à ce moment-là. Mais pour ça, il faut qu'elle ait connaissance de notre existence. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et d'avoir parlé de la Maison des lanceurs d'alerte. Donc, je mettrai tous les liens. Et encore bravo pour tout ce travail que vous faites accompagner ces lanceurs d'alerte. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous au podcast et surtout partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues. Et si vous pouviez me laisser un avis 5 étoiles, que ce soit sur Apple Podcast ou sur Spotify, cela permettra à d'autres de découvrir le podcast et de nous rejoindre au pays des possibles. Si vous souhaitez me contacter ou si vous voulez me suggérer des invités, n'hésitez pas, envoyez-moi un email, l'adresse est indiquée dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.